Femmes écrivaines, femmes debout, femmes multiples, les féministes s'affichent aujourd'hui avec fierté. L'espace médiatique leur donne-t-il suffisamment la parole? Bienvenue à Ratureli. Bonjour Marianne Prairie, bienvenue à l'émission. Merci. Marianne Prairie, vous êtes auteure, chroniqueuse, blogueuse. Vous êtes une ancienne membre aussi du groupe des Moquettes Coquettes. Oui, oui. Et en 2008, vous avez lancé avec une amie un blog collectif qui s'appelait « Je suis féministe » pour des jeunes féministes francophones, qui a donné naissance aussi à un livre, donc en 2016. « Je suis féministe, le livre », co-dirigé avec Caroline Roy-Blais aux éditions du Remis-Ménage. Qui présente en fait 80 textes à peu près, donc tirés de ce blog qui a duré pendant 8 ans. Et il y a des choses intéressantes que, entre autres, vous racontez beaucoup les coming out, les filles racontent beaucoup leur coming out féministe. Alors, j'ai envie de vous poser comme première question, vous, comment êtes-vous devenue féministe? Moi, je suis devenue féministe à l'université. En fait, c'est là où est-ce que j'en ai pris, je pense, pleinement conscience. J'ai étudié en communication au profil multimédia interactif. Et puis, à la 3e année, quand on faisait justement le profil particulier, j'ai remarqué autour de moi dans la classe qu'il y avait très peu de filles et beaucoup de gars. Puis j'étais comme, OK, pourquoi en nouvelle technologie, ce débalancement-là, les filles sont vraiment en minorité? Puis, à un certain moment donné, dans mes cours, j'ai eu un cours d'histoire de l'art où est-ce qu'il était question d'art cyberféministe. Et là, c'est arrivé là, comme une immense vague, mettre des mots sur un malaise, sur une espèce de situation d'injustice ou d'iniquité que je voyais autour de moi. Puis j'étais comme, mais les filles sont autant capables, les filles sont autant intéressées. Pourquoi, au final, on les retrouve en moins grand nombre? Puis je voyais aussi, ces œuvres d'art-là féministes qui commençaient à émerger sur le web, les façons de faire, c'était quel genre de récit, c'était quel genre de poésie aussi. Il y avait, cette espèce d'art HTML où est-ce qu'il y avait de la poésie par lien, par hyperlien. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Des manifestes, des trucs qui étaient beaucoup liés aussi à tout l'imaginaire cyberpunk, des choses qui allaient chercher vraiment un peu plus loin dans les années 90. Donc, il y avait des racines que je trouvais intéressantes qui étaient beaucoup dans la révolte, aussi dans brouiller les frontières. Qui est-ce qu'on est en ligne quand le genre ne compte plus, quand l'identité en ligne peut être complètement... Il y a une sorte de liberté. Manipulée, oui, c'est ça. Fait que le genre devient comme une espèce d'outil avec lequel jouer. Puis, il y a un texte qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est celui de Donna Haraway, qui est le Cyborg Manifesto. Puis ça, c'était intéressant, c'était riche. Puis ça, c'était, je pense, autour de 2002-2003. OK. Et à partir de là, ça a vraiment teinté le reste de mon parcours. Puis je me suis dit, OK, moi, je suis une cyberféministe, puis j'ai envie que ça transparaisse à travers... tout ce que je vais faire, les projets que je vais faire, des choses comme ça. Puis, c'est resté dans le fond de ma tête. Il y a aussi avec les Moquettes Coquettes, évidemment, on faisait de la radio, on a fait de la scène, des choses comme ça. Fait que de la façon où est-ce que on était reçus, on était perçus en tant que filles qui faisaient de l'humour. Isabelle Boisclair, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci, ça me fait plaisir. Vous êtes professeur de littérature à l'Université de Sherbrooke et vous vous intéressez en particulier aux représentations littéraires des identités sexuelles, de genre et des sexualités. Vous avez fait paraître en 2015 « Mine de rien » avec Lucie Joubert et Laurie Saint-Martin aux éditions du Remis-Ménage, recueil de féministes de chroniques insolentes, comme vous dites. Dans vos recherches, vous étudiez donc les conceptions de l'identité sexuelle qui sont véhiculées par les œuvres. Pouvez-vous nous expliquer un peu, en gros, en quoi ça consiste? Bien, si je veux essayer de résumer, je pourrais dire qu'il y a deux grandes conceptions, deux grandes façons de concevoir l'identité masculine et féminine. Il y a une conception qui est plus ancienne, qui pense que tout ça est infus. Les femmes sont féminines par essence.
et les hommes sont nécessairement masculins. Donc, c'est une conception qu'on peut appeler naturaliste ou essentialiste. C'est comme ça qu'on la rencontre dans les textes. Et il y a une conception plus contemporaine qu'on appelle constructionniste et qui repose sur l'idée selon laquelle le genre est imposé. Déjà, le sexe est assigné à la naissance. Oui. C'est un mâle qui doit être... il doit intégrer tout ce qui est masculin pour devenir un homme. C'est important de voir que homme, c'est pas la naissance, là. On ne naît pas homme plus que femme. Oui, voilà, on ne naît pas femme, on ne naît pas homme. C'est ça, ouais. on le devient tous et toutes. Donc, cette conception-là, constructionniste et l'essentialiste, en fait, les conceptions qu'un auteur véhicule du genre transparaissent dans son texte. Dans son texte? Non, pas dans son texte, voilà. C'est dans le domaine. Donc, c'est ça, et c'est ça que j'essaie de voir. Et puis, si c'est une conception naturaliste, qu'est-ce qui est dit sur le sexe et le genre? Est-ce que c'est une fatalité heureuse ou malheureuse? Oui. Si c'est une conception constructionniste, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on pense, si on pose que le genre peut être agi par l'individu, performé, nous dit Judith Butler, par l'individu, Oui. qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà. Mais il y a quand même des différences biologiques et hormonales. Ça, on renie pas ça dans une conception constructionniste. Pas du tout. Moi, je dis que la différence, justement, c'est dans le D majuscule et le D minuscule. La conception essentialiste et naturaliste va penser une différence radicale entre le mâle et la femelle. Et la conception constructionniste pense qu'il y a des différences entre les individus, des plus mâles ou plus femelles. Ouais, et ça, c'est appuyé sur des faits biologiques, là, voilà. Fait que avérés. et c'est important de le souligner parce que cette conception-là, les conceptions qu'on a du monde, elles ne naissent pas dans un bureau un matin. C'est tout le brassage de connaissances du monde qui finit par forger des nouvelles hypothèses de recherche. Donc, on pose de nouvelles questions, donc on fait des nouvelles recherches et des nouvelles découvertes. Valérie Lefebvre-Fauché, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes éditrice féministe aux éditions du Remue-Ménage. Oui. Éditions qui ont été fondées en 1976, qui constituent la principale maison d'édition féministe francophone en Amérique, si je ne me trompe pas, qui ont fêté donc leurs 40 ans il n'y a pas si longtemps, l'an dernier. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans, vous pensez, pour le féminisme et pour la publication féministe aussi? Je vais faire une fleur aux fondatrices de Remue-Ménage, mais je pense que l'édition féministe, c'est quelque chose d'important qui a changé. Ouais, Je pense qu'elles ont changé, elles ont transformé la société. Ça paraît pas tant que ça, mais quand on s'y intéresse, on voit l'influence qu'elles ont eue. Je pense qu'aujourd'hui, une des différences, en fait, pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est que quand elles se mettent à s'intéresser au féminisme, à s'intéresser à la littérature des femmes, elles ne partent pas de zéro. Ouais. Elles ont vraiment un héritage. Et ça, c'est quelque chose qui a demandé beaucoup de travail, puis qui est, entre autres, on le doit, entre autres, aux éditrices féministes, là, mais pas Oui, que. pas Mais que. ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose comment dire, qui me donne beaucoup d'espoir pour les femmes d'aujourd'hui. Je pense que une des choses qui ont changé pour elles, c'est ça, elles partent avec plus de force, puis plus d'outils. Oui, puis est-ce que vous pensez que la littérature féministe est mieux reçue, mieux représentée dans notre société? Qu'il y a 40 ans, Ouais. certainement, Ouais. parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose en 76. Quand Remue-Ménage a été fondé, les filles qui ont fondé ça n'étaient pas des éditrices, c'était vraiment des filles qui avaient soif de lire des choses qu'on ne leur proposait pas, là. Ouais. Donc, elles ont fait des recherches, elles ont fait des traductions pour trouver des œuvres qui les intéressaient. C'était pas mal désert dans les autres maisons d'édition. Ouais. Oui. Et c'est toujours un défi, la réception des œuvres féministes et même la réception des œuvres de femmes en général. Là. Mais évidemment, ça a changé. Puis en ce moment, il y a vraiment, je dirais, un regain de popularité pour le féminisme. Les gens s'affirment plus franchement, en fait. Il y a 5-10 ans, il y avait beaucoup de textes que je considère comme féministes qui s'écrivaient, mais les gens n'écrivaient pas en gros féministe. Il y en a qui parlent d'une 4e vague de féminisme. Est-ce que ce serait un peu ça, un féminisme
plus enragée, peut-être, on pourrait dire, plus, ou plus spectaculaire, peut-être. Plus spectaculaire, Moi, ouais. j'aime ça, cette idée de quatrième vague, mais bon, c'est un peu artificiel parce qu'on est quand même dans une continuité, là. Moi, je me sens très proche des fondatrices de Remue Ménage, par exemple, qui étaient des féministes radicales, marxistes, qui militaient pour le salaire au travail ménager, par exemple. Je trouve qu'elles sont très proches de nous. Les filles de la grève en 2012 citaient les textes des débuts, ces textes-là très radicaux des années 70. Je trouve qu'on est vraiment leurs descendantes. Marianne Fréry, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, le féminisme sur le web ou le cyberféminisme, par exemple, des autres mouvements qui se passaient plus dans les revues, dans les livres? Est-ce que par exemple, le blog, il y a des particularités au féminisme qui est là? Je dirais qu'il y a cette espèce de liberté, en fait, que aussi, en 2008, en fait, c'était à inventer. C'était quoi le web féministe québécois en français? Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait « Je suis féministe », Isabelle Miron et moi. C'est qu'il n'y avait pas cet espace-là qui était existant, où est-ce qu'il y avait une prise de parole qui était possible à notre façon de parler des sujets dont on avait envie, essayer aussi de trouver une communauté. Donc, le blog est devenu, en fait, cet espace-là. Puis là, les médias sociaux se sont rapidement développés, installés, tout ça. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi toutes ces tribunes-là se multiplier. Puis de voir aussi, des groupes féministes, par exemple, sur Facebook, il y en a de toutes les sortes. De voir aussi, par exemple, des gens qui investissent, par exemple, Twitter, Instagram, avec, par exemple, des images avec des messages très féministes qui se partagent beaucoup, qui peuvent voyager facilement. Donc, c'est pas juste à l'écrit, c'est aussi dans toute l'imagerie, dans les mèmes aussi qu'on trouve sur Internet. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça multiplie les canaux, ça multiplie aussi les gens qui peuvent prendre cette parole-là, qui ont quelque chose à dire de féministe, puis aussi de dire, bien, être féministe, c'est pas une seule chose, où est-ce qu'on a justement un membre du club, où est-ce que tu as ta carte de membre, puis tu dois remplir. C'est plus démocratique, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Puis aussi, c'est challengeant, puis c'est ça que je trouve intéressant, puis je pense qu'il est absolument nécessaire, c'est qu'on a besoin d'avoir ces opinions-là qui rentrent les unes dans les autres, qui s'entrechoquent pour pouvoir grandir à travers ça, puis de voir que le féminisme, c'est pas juste une affaire d'universitaires blanches, où est-ce que justement nous, on était ça, Isabelle et moi, des femmes justement francophones, éduquées, des choses comme ça, issues de la classe moyenne. Bien, le féminisme est à tout le monde. On a besoin d'avoir aussi une visibilité puis une représentativité de ces femmes-là ailleurs aussi. Donc le web permet ça à moindre coût, mais en fait, il faut avoir accès à ces outils-là aussi, avoir une connexion Internet, un ordinateur, puis être capable aussi de les utiliser. Donc, ça aussi, c'est peut-être un autre enjeu. Exactement. Donc, comment on l'amène à tous ces gens-là? Cette littératie technologique-là aussi est importante, je pense, à amener dans différents milieux. Donc, un bel exemple de ce qui s'est passé avec agression non dénoncée, par exemple, ça, c'est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une belle... une belle image de ce que le web peut apporter pour le féminisme aujourd'hui. Des femmes qui peut-être n'ont jamais exprimé ces opinions-là, ces expériences-là, puis qui ont pu le faire grâce au web. Un mot-clic, en fait, c'est quelques lettres avec le hashtag, et c'est ça, ça vient des outils. Ça vient des stratégies, ça vient aussi... oui, c'est important de marcher dans la rue, c'est important d'écrire justement aux institutions, aux députés, au premier ministre. C'est important aussi d'avoir des gestes d'éclat, je pense, mais aussi sur le web, on peut avoir toutes ces stratégies-là qui sont complémentaires les unes aux autres. Et puis de dire, peut-être pour un premier pas, justement, de dire... je viens de me découvrir féministe, je ne sais pas si je le suis vraiment. Donc, ça devient une initiation, ça devient un premier geste qui est fait, je pense, de façon spontanée, mais aussi puis l'idée d'avoir aussi un mouvement derrière ça, d'avoir beaucoup de gens qui se rallient en arrière de ces mots-clics-là, dire, là, c'est important qu'on en discute. Isabelle Boisclair, est-ce qu'il y a un livre qui a fait de vous une féministe? C'est une question difficile quand, pendant des années, on en a lu beaucoup, on se demande lequel. Oui. Et j'ai retrouvé ce livre-là quand j'ai préparé mon mémoire de maîtrise. Je préparais ma présentation, mon mémoire Internédition féministe. Puis là, je me suis dit, mais c'est ce matin-là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'a amené là? Et je pense qu'il y a un roman que j'ai lu très jeune, donc je ne suis pas devenue féministe tout de suite.
Oui. Hein, mais c'est resté là, je pense. C'est un roman très peu connu, Les stances à Sophie, de Christiane Rochefort, qui est décédée peut-être une dizaine d'années, je n'oserais pas m'avancer. Mais donc, c'est un roman de 63 que j'ai dû lire à la fin des années 70 ou début 80, je ne sais trop. Et c'est l'histoire toute bête d'une jeune fille qui est en amour. Ça se passe en France, Christiane Rochefort est française. Et donc, ils se marient, mais là, elle découvre le fossé qu'il y a entre elle et son mari, son désir d'avoir un bonheur simple, un peu hippie, un peu boomba, et son mari qui est très straight, qui est très savant en politique, qui a une vision du monde plutôt conservatrice. Elle le découvre. Et donc, ça m'a fait réaliser aussi que toutes les jeunes filles dans le village où je viens, on rêvait toutes au mariage. Voilà. Et beaucoup se mariaient déjà à 16, 17 ans, 18 ans. Et à la toute fin du roman, il y a un autre homme qui tombe en amour avec elle, mais elle décide, non, du go, là, je prends un break, je m'en vais seule. Elle se trouve un petit appart crade, mais seule. C'est un peu rejouer une chambre à soi, des décennies plus tard, après Virginia Woolf. Donc, cette femme-là, qui dit non au mariage, mais c'est toutes ces réflexions aussi. L'histoire que je vous raconte est assez simple et bête. Non, mais et commune, mais bon. Ça, mais en ça 63, déjà, c'était pas courant. Non. Et donc, de se rendre compte que le cliché romantique, c'était une chose, mais que se laisser embobiner par ce cliché romantique-là pouvait nous amener à notre propre malheur aussi. Oui. C'est ça, c'était pas toujours beau nécessairement. Non, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que se dire féministe au Québec, c'est un peu à la mode en ce moment. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un regain, que le Québec n'a jamais été aussi féministe ou que le féminisme aujourd'hui s'affirme mieux et plus fort? Ah, moi, on le constate, on est nombreuses à le constater. Oui. Moi, j'attribue ça à, comment je dirais, on a formé beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en études féministes. J'ai donné moi-même un cours qui s'appelait Introduction à la pensée féministe à l'UQAM. Il y avait des gars, il y avait des super bonnes discussions. Puis je rassure tout le monde, c'est pas dans l'endoctrinement qu'on fait. On lit des textes, on réfléchit, on les discute, on pointe leurs points faibles, mais on apprend à réfléchir avec cette grille de pensée-là, cette façon de voir le monde-là, qui examine les rôles sociaux des uns et des autres. Et donc, ces cours-là, ça fait longtemps qu'il y en a, mais il y avait un cours qui touchait 20 étudiants. Là, il y en a plein dans toutes les universités. Ça s'est démocratisé. C'est ça. Et là, il y a des programmes d'études. Donc, c'est pas juste un cours de pensée féministe ou un cours de littérature des femmes. C'est de plus en plus de cours, donc de plus en plus d'étudiants qui sont eux-mêmes des agents de changement dans leur maison, avec leur chum, leur blonde, le copain, le copine. Et donc, oui, c'est vrai que c'est trendy. Oui, c'est ça. C'est cool. Valérie Lefebvre-Fauché, comment les nouvelles technologies ont influencé le féminisme selon vous? Est-ce qu'on a une meilleure démocratisation du discours féministe? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Bien, c'est comme tu dis, c'est les deux en même temps, là. Oui. Oui, c'est clair que le féminisme sur le web comment dire, c'est vraiment un outil extraordinaire pour les féministes. Il y a beaucoup de blogs qui ont donné la parole à des jeunes femmes, par exemple. Je pense au livre « Je suis féministe » qu'on vient de faire avec les filles du blog « Je suis féministe ». Il y a 8 ans ou 9 ans, quand elles ont commencé ça, c'était déjà difficile de se dire féministe sur le web. Et elles ont donné la parole à plein de jeunes femmes qui écrivent aujourd'hui ou qui prennent la parole dans toutes sortes de médias. C'était un peu comme un tremplin. Oui, ça c'est bien, oui. Donc, il y a plein de plateformes comme ça qui ont servi aux féministes pour échanger des savoirs, pour se réunir. Il y a aussi, évidemment, des espaces plus ou moins non mixtes de réflexion et de débat qui, je pense, aident beaucoup. Et est-ce qu'il y a une œuvre qui a fait de vous une féministe, Valérie Lefebvre-Fauché? Oui, quand tu m'as demandé ça, j'ai eu beaucoup de mal à répondre parce que j'ai eu envie d'amener toute ma bibliothèque. Là. J'ai des rapports féministes à toutes sortes d'œuvres, puis je pense que j'étais féministe sans le savoir, très jeune, sans avoir besoin de mettre de mots là-dessus. Il y a beaucoup de livres théoriques, évidemment, qui sont importants pour moi, mais j'ai eu envie de t'amener Unless. Oui, d'Hélène Monette. D'Hélène Monette, oui. Un roman. Pourquoi celui-là? C'est un livre que j'ai lu assez jeune et qui m'a beaucoup marquée. C'est comme si c'était une œuvre qui m'autorisait
à être féministe. Ce livre-là me donnait les mots qui me manquaient pour parler de ma propre révolte à moi. Quand on lit Simone de Beauvoir, on comprend des concepts théoriques qui sont un peu loin la bourgeoisie française du début du 20e siècle. Oui, c'est ça. Je les comprenais, ces idées-là, et ça me donnait des outils, mais de sentir que des personnages comme ceux d'Unless, qui sont proches de moi, qui vivent des révoltes qui me ressemblent et qui ont des mots pour le dire, qui me conviennent bien, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de sauter, sauter dans la mêlée, dans de vous faire confiance bagarre. aussi, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Je pense que chaque livre chaque livre qui nous marque là, peut nous donner des mots qu'on n'avait pas. Puis ce livre-là le fait. En plus, c'est un livre qu'on peut lire si on n'est pas féministe. Là, c'est pas une œuvre univoque du tout. Non. Mais il y a aussi une belle histoire de solidarité entre femmes qui vivent toutes différentes formes de violence. Je la trouve encore... oui, à lire. Oui, vraiment un roman à lire. Comme toute l'œuvre d'Hélène Monette. Marianne Prairie, comment vous décririez la réalité des femmes québécoises aujourd'hui? Est-ce qu'on est une société que vous pensez avant-gardiste ou est-ce qu'on a du retard? Sur quoi est-ce qu'on aurait du retard? Dans le monde, je pense qu'on est considéré comme une société assez avant-gardiste par rapport aux droits des femmes en général. Mais il y a toujours du travail à faire. Puis je pense que le travail qu'on a à faire dans la société québécoise, c'est un travail de profondeur. C'est un travail où est-ce qu'il y a... c'est plus du sexisme, je dirais, au grand jour, où est-ce qu'on est capable de pointer très précisément, par exemple, un patron qui va faire des remarques un peu salaces à quelqu'un, ou, tu sais, justement, des harcèlements sexuels, des choses comme ça. Malgré que ça existe, on a juste à se rappeler de Jeanne Gomeschi, n'est-ce pas? Oui, ou de Jerice Klavounos aussi, des choses comme ça. Puis, donc, ça existe. C'est encore là. Puis là, après ça, on se fait dire que les victimes, on remet toujours leur parole en cause. Donc, le système de justice aussi n'est pas tout à fait adapté, je dirais, à accueillir ces témoignages-là. C'est des démarches qui sont extrêmement exigeantes, extrêmement difficiles pour... éprouvantes pour ces femmes-là, parce qu'en grande majorité, ce sont des femmes qui subissent justement ces agressions sexuelles, ces violences-là. Donc, je pense qu'il faut aller voir qu'est-ce qui se passe justement du côté du système de justice. Comment qu'on accueille ces témoignages-là de femmes? Ça, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Il y a évidemment l'équité salariale, ça c'est sûr, on y arrivera. J'ai lu en quelque part qu'on y arriverait peut-être dans 150 ans. Au rythme où ça s'en va, ça n'a aucun sens. Il y a aussi l'idée de la diversité, la représentation des femmes dans des sphères d'influence, dans des sphères de pouvoir aussi qui est important. Puis pas juste voir des femmes, justement, tu sais, des femmes blanches de la haute classe moyenne ou, tu sais, justement, qui sont une diversité de femmes qui amènent, justement, de leur expérience différente, qui amènent l'expérience de terrain aussi. De quelle façon on peut valoriser cette accession-là à ces postes-là, à ces femmes-là? Comment aussi on peut établir un dialogue pour aller chercher, bon, qu'est-ce qui se passe réellement? Pas juste poser un regard, tu sais, du haut vers le bas, mais qu'il y ait vraiment un échange qui se déroule. Je pense aussi aux violences obstétricales, donc l'idée de, justement, un corps médical qui, pendant l'accouchement, a maimé, je dirais, sur l'expérience de la femme qui va orienter, qui va même diriger, qui va contrôler l'accouchement des femmes. Mais ça, c'est quand même tabou de parler de ça oui, encore aujourd'hui. Oui, puis je pense que c'est des choses qui sont de l'ordre justement du ressenti beaucoup des femmes. Les femmes ont encore de la difficulté à mettre des mots sur ces expériences-là qu'elles vivent comme des traumatismes. Puis on se dit, isolées encore souvent dans cette expérience-là. Et on ne tient pas en compte, en fait, justement, ce drame-là, ces tragédies-là de femmes en disant, mais voyons donc, elle exagère, elle est hystérique. Si elle n'avait pas été dans un hôpital, elle serait probablement, justement, décédée ou, tu sais, peu importe. Donc, toujours ramener ça à c'est le médecin qui a raison, c'est l'homme qui a raison. C'est donc, il y a aussi de dire de quelle valeur a cette parole des femmes. Merci beaucoup, Marianne Prairie, pour ce bel entretien. Je rappelle que votre livre, donc Je suis féministe, est paru aux éditions Remue-Ménage. Merci. Merci. Isabelle Boisclair, que pensez-vous de l'espace consacré aux femmes ou au féminisme dans nos médias? Il y a eu, plus on est fou, plus on lit l'abécédaire du féminisme. Est-ce que nos médias pourraient s'afficher plus ouvertement féministes?
Je pense que oui, puisqu'on le disait tantôt, il y en a de plus en plus de féministes, d'hommes et femmes qui s'intéressent à la chose. Donc, je pense que c'est trendy. Je disais tantôt, il faut en parler, il faut répondre à cette demande-là, il faut continuer à réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, les hommes et les femmes? Donc, moi, je trouve qu'il n'y a jamais assez de place anyway. Comment est-ce que vous décririez la réalité des femmes québécoises aujourd'hui? Est-ce qu'on est une société avant-gardiste en termes de féminisme ou est-ce qu'on a du retard dans certains domaines? D'après beaucoup de femmes, quand on rencontre des femmes d'autres pays ou qu'on voyage, Françoise Moreno, une féministe française, a déjà dit que le Québec était un paradis féministe. Oui. Mais ça ne doit pas nous empêcher de réaliser que tout n'est pas gagné, qu'il reste encore du chemin à faire. Mais je pense que c'est vrai pour certaines d'entre nous. Au Québec, c'est pas la situation de toutes. Mais certaines d'entre nous, nous sommes parmi les mieux. Je pense qu'on arrive à faire des couples équilibrés avec des gars ou avec des filles, d'ailleurs. Déjà, c'est pas partout qu'ils ont le choix. Et donc, on se réalise à travers des professions qui nous plaisent. Donc, c'est assez, on a les enfants qu'on veut quand on veut. Oui. C'était une bataille des années 70. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à la littérature? Par exemple, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une Loukie Bersianic qui a écrit Le Guélion, qui est comme le premier roman féministe québécois, où ça soit peu... La plupart des gens ne la connaissent pas. Ça, c'est quand même étonnant. Oui, c'est étonnant. Je pense à plein d'écrivaines de cette génération-là aussi. Je pense à France Théoret, qui est encore vivante, qui est un monument. Pour moi, c'est 2 monuments. Il y en a plein d'autres. Mon Dieu, je ne pourrais pas en nommer une autre parce que j'aurais peur d'en oublier, puis il y en aurait tellement à nommer. Mais Loukie Bersianic, c'est un peu une honte, effectivement, que on ne l'a pas reconnue suffisamment. Heureusement, il y a une librairie féministe qui vient d'être fondée il y a quelques mois et qui a donné le nom du roman le plus connu de Loukie Bersianic, Le Guélion, comme nom à la librairie. C'est une marque dans l'espace social qui est nécessaire et elle n'est pas encore vraiment très enseignée en dehors des cours de littérature des femmes. Mais pourtant, c'est une écrivaine. Voilà. Les hommes on se rend compte qu'un homme qui écrit plusieurs romans et s'il y a eu un peu de prix, c'est sûr qu'il va entrer dans des anthologies, qu'il va être consacré et entrer dans les corpus. Pour les femmes, parfois, on dirait que c'est pas suffisant. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez le plus pour les femmes de demain ou pour nos filles dans notre société? C'est une vaste question. Oui. C'est un peu, comme je disais tantôt, à partir de nos gains, donc qu'elles se réalisent professionnellement, dans la vie affective, sentimentale et parentale, si elles le veulent. Tout ça, mais avec la paix sexuelle. On parlait de violence sexuelle, mais ce qu'on devrait pouvoir souhaiter, c'est la paix sexuelle. C'est que quelqu'un baise avec qui il veut quand il veut, tu sais, c'est comme... mais pas être forcé de le faire. Même quand je parle pas seulement de violence sexuelle commise par des inconnus, mais par des conjoints, des conjointes trop insistants, trop... Voilà, et ça va jusqu'à la coercition, parfois, cette insistance-là. Donc, on parle de viol carrément. Donc, si on pouvait tous baigner dans... Tu sais, je souhaite la paix sexuelle à tout le monde. C'est un beau souhait, ça. Merci beaucoup, Isabelle Boisclair, pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir. Valérie Lefebvre-Fauché, comment vous décririez la réalité des femmes québécoises aujourd'hui? Est-ce que vous considérez qu'on est dans une société plutôt avant-gardiste ou en retard sur certains sujets ou certaines situations? Je pense qu'il y a on a des raisons d'être fiers quand même. Les femmes au Québec, on est parti au début du 20e siècle d'une situation qui était vraiment peu enviable. Et on est arrivé en quelques décennies à quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, je pense que les féministes du Québec pourraient être des leaders sur le plan du féminisme dans le monde. Ouais. Puis je pense que la plupart des gens au Québec aussi, c'est vrai que je pense que les gens sont attachés à ça, sont fiers de cette transformation-là. Mais je dirais pas, évidemment, que l'égalité est atteinte. Et surtout, j'ai pas l'impression que c'est stable, qu'on peut se fier sur ça. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de tensions et qu'on nous demande, sur certains plans, des reculs. Puis est-ce qu'on pourrait espérer que plus de médias, parce qu'on pense à la prise de parole féministe, est-ce qu'il y a plus de médias, par exemple, au Québec, qui pourraient s'afficher
vraiment féministes. Est-ce que ça pourrait aider la cause? Est-ce que vous pensez qu'il y a du chemin à faire là aussi? C'est clair qu'il y a du chemin à faire dans les médias. Les gens ont l'impression, souvent on entend que les médias sont très féminisés. Il y a des gens qui ont peur de la matantisation de la culture. Cette peur-là, cette impression-là que les femmes, dès qu'elles prennent un peu de place, sont tellement présentes, c'est une impression qui est très vieille, en fait. On a vu dans l'histoire, à chaque fois que les femmes ont pris un peu de place dans une société, on a crié à la matantisation ou à l'affaiblissement de la culture. Ouais. Donc, je pense qu'on a l'impression que les femmes sont très présentes, mais c'est une réaction. C'est parce qu'elles étaient absentes avant. Oui, vous pensez qu'il y a une Donc, on les fausse voit impression. beaucoup. Ouais. On les remarque beaucoup parce que c'est une place nouvelle qu'elles prennent et ça dérange. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez le plus pour nos filles ou pour les femmes de demain dans l'avenir, dans les prochaines décennies? Qu'est-ce que votre rêve pour elles, ce serait quoi? Mon rêve, j'ai beaucoup de crainte pour elles, mais pas que pour elles, pour l'humanité et pour la planète. Oui. J'ai peur de la guerre et de la violence. Je trouve les femmes payent un prix double quand il y a des guerres. Souvent, les gens qui vivent de grandes crises à l'intérieur des familles, à l'intérieur des petits groupes, on se venge dans l'intimité sur les femmes. Donc, s'il y a des grands troubles sociaux, la violence conjugale augmente en plus. Donc, je ne suis pas en train de dire ce que je leur souhaite, je suis en train de dire de quoi j'ai peur, mais Oui. je leur souhaite vraiment une transformation des rapports intimes, donc plus de sécurité, de respect dans l'intimité. Je leur souhaite aussi, comme je souhaite à toute l'humanité, en fait, qu'on arrête d'être obsédé par les rapports de domination. Je souhaite, comme à tout le monde, que les valeurs d'égalité prennent plus de place. Oui, c'est un beau souhait. Merci beaucoup, Valérie Lefebvre-Fauché. On Merci. suit ce que vous faites aux éditions du Remue-Ménage. Vraiment un beau travail. Merci. Merci.